La résistance est née très spontanément un peu partout en France, par des gens qui n'y étaient nullement disposés, qui ne savaient pas ce qu'ils allaient faire, et qui simplement ont dit non à un moment donné. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle donc Jean-Marc Biot. Pour commencer, je suis le petit-fils de Paul Maraval, dont il va être question aujourd'hui. J'ai 56 ans, j'ai 2 enfants. J'ai d'ailleurs travaillé en partie avec ma fille pour faire des recherches et ensuite nous sommes partis en Auvergne. C'est les images que vous verrez après. Je suis aussi militant CGT et militant communiste, deux choses que j'ai en commun avec Paul Maraval. Alors Jean-Marc, les images qui vont suivre retracent l'itinéraire géographique de ton grand-père et de mon arrière-grand-père, Paul Maraval, dans les maquis d'Auvergne. Quelle était ta motivation dans ce road movie familial ? D'abord, c'était mettre des images sur les mots parce qu'évidemment, ce voyage, il venait après un travail de recherche de 2 ans, de plus de 2 ans pour retracer l'histoire d'un résistant, donc mon grand-père Paul Maraval, que je n'ai pas connu, donc ni ma mère non plus, mais vous le verrez plus tard. Donc voilà, l'épisode de 1941 à 44 est documenté aussi sa disparition dans des conditions qui restent mystérieuses et toujours non élucidées à ce jour. Tu peux nous en dire plus sur le parcours de Paul Maraval et ta vision des choses ? Oui, ça risque d'être un peu long, hein, mais bon, si je le fais déjà, ma vision des choses, c'est aussi pour ma maman, alors j'espère qu'elle regardera ce travail en commun qu'on fait, donc avec Marine, ma fille, qui est en face de moi derrière la caméra, et donc d'abord c'est l'itinéraire un peu classique d'un jeune communiste qui, à 18 ans, part défendre la République pendant la guerre d'Espagne, fin 1937. Alors il aurait passé une grande partie de sa période en Espagne, donc à Barcelone. On sait qu'il est dans cette ville en janvier 37. On a quelques indices et quelques documents qui l'attestent. Il est logé à la caserne Voroshilov, qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, il est membre de la Jeunesse socialiste unifiée de Catalogne. C'est une organisation avec plusieurs organisations de jeunes communistes à l'époque, sous le contrôle, bien entendu, du parti. Et une organisation plutôt rude, stalinienne, on pourrait dire, en l'occurrence. On verra par la suite à quel point. Donc ensuite, on ne sait pas vraiment quand il revient d'Espagne. On sait qu'il est mobilisé à une date inconnue pour la Deuxième Guerre mondiale, certainement fin 39, et puis il est démobilisé rapidement le 30 juillet 40. Et le 9 décembre 41, les problèmes commencent. Donc, un camarade à lui, qui était viticulteur à Coursan, Pierre Bègue, il est arrêté en flagrant délit, en train de distribuer des tracts communistes, donc l'Humanité et l'Avant-Garde, un journal qui n'existe plus aujourd'hui. Bon, il avoue très rapidement que c'est Paul Maraval qui avait fourni les tracts, ainsi qu'une brochure Histoire du communiste. Donc, il est arrêté, Paul est arrêté immédiatement. Bon, il avoue évidemment. Et il y a un troisième jeune, son cousin Germain Amouroux, donc 19 ans aussi, qui est mécanicien et qui avait déjà été condamné en octobre 41 pour propagande pour la Troisième Internationale. Donc il va être condamné par le tribunal de Montpellier. On a aussi les attendus du jugement. Il sera condamné, Paul, en tout cas, à 8 ans de travaux forcés, 10 ans d'interdiction de séjour et confiscation de tous ses biens pour activité communiste, puisque je le rappelle, le Parti communiste était interdit, ainsi que la CGT. Donc là, il va commencer pour lui une longue période de prison militaire. Il va visiter pas mal de prisons, avec en premier lieu l'Odève, que vous verrez dans le reportage, même s'il reste rien à part une plaque commémorative de la prison. Hein. Donc ensuite, elle ferme ses portes en 42, le 1er décembre. Donc il est transféré vers la prison militaire de Mozac en Dordogne le 18 novembre. Mais il va y rester qu'un mois et ensuite il sera transféré au Puy-en-Velay. Donc là, ma grand-mère, donc Rose, mamie Rosette comme on l'appelait, et là ma grand-mère, elle a eu l'autorisation de le voir à l'Odève et à Mozac aussi. Alors les conditions de détention dans les deux prisons, elles sont particulièrement dures. C'est aussi documenté avec quelques ouvrages qui ne font pas mention de son nom, mais qui font mention des conditions de détention de l'époque. Donc les hommes ils couchent sur des pailles, ils ont froid, très froid, avec un hiver 42 particulièrement glacial. Oui, donc on est devant ce qui reste de la prison de l'Odève. Donc il faut s'imaginer, bien sûr, le bâtiment. Il y a la photo qui est juste derrière. C'était une prison qui avait été faite pour les Espagnols dans le cadre de la retirade. En 37, ils avaient commencé à préparer les Français parce que bon, ils sentaient bien que l'Espagne
républicaine allait perdre contre Franco, et donc il se préparait, et donc la ville de Lodève elle a été candidate pour accueillir une première vague donc d'Espagnols. Et donc c'est les femmes qui sont arrivées dans cette prison, qui était une maison d'arrêt avant. Il y a 300 femmes et des enfants parce que ils avaient séparé les hommes et les femmes, les hommes dans les camps de concentration et les femmes guère mieux loties, mais dans des maisons d'arrêt. Et ensuite donc en 41, quand la résistance a commencé à s'organiser et que le Parti communiste et la CGT ont été interdits, les militants qui étaient arrêtés sont venus ici. Après les Espagnols, ils ont été emprisonnés là, et Paul il est resté presque un an donc dans cette prison de Lodève qui était réputée au départ c'était un peu le camp de vacances, et après très vite ça s'est durci. Il y a carrément des prisonniers qui sont morts de faim dans cette prison. Donc voilà, c'était le premier lieu de détention des 2 ans d'emprisonnement de Paul, et on verra par la suite les autres lieux, enfin le Puy, parce que il y a un mois après avoir déménagé de cette prison, ils sont allés à Mozac pendant un mois, et ensuite pour aller à la prison du Puy qu'on verra demain. Il y a une raison pour laquelle ils ont été transférés? Oui, parce que la prison elle commençait à manquer d'investissement, et donc elle était dans un état lamentable, et donc et en même temps aussi il y avait le désir de concentrer les prisonniers dans les mêmes endroits. Donc à Mozac par exemple, c'était un camp où il y avait beaucoup de prisonniers d'un peu partout, notamment la plupart des communistes qui étaient emprisonnés à Mozac. Bon, les conditions elles n'étaient pas non plus top, ils avaient que 20 minutes de sortie par jour, et donc après ils se sont dit on va réhabiliter des prisons classiques style Le Puy en Velay, qui était déjà une prison avec un certain volume, qui séparait d'un côté les prisonniers politiques et de l'autre les prisonniers de droit civil, ceux qui volent par exemple, ou etc. Il y a une petite anecdote, donc les juifs ils avaient l'étoile jaune, et les prisonniers politiques ils avaient donc un triangle rouge et avec une étoile jaune à l'intérieur. Ça c'était les juifs qui étaient résistants, et sinon les autres, les prisonniers politiques, ils avaient un triangle rouge. Ils étaient très symboliques, la France de Vichy et les Allemands en particulier. Donc il est au Puy, le 25 avril, une première évasion. 26 prisonniers, donc ils s'évadent de la prison du Puy-en-Velay. Et donc la liste des 7 cellules qui devaient faire partie donc des évadés, donc elles avaient été fixées par le triangle de direction. Donc Paul Maraval, il était pressenti pour cette évasion, mais il refuse de s'évader, comme François Mioch, un des principaux cadres communistes, le frère à Philomène Mioch, qui sont donc de l'Hérault, donc ouvriers viticoles et militants CGT. Donc ils étaient dans la même cellule, et ils refusent très certainement parce que l'évasion, elle ne fait pas état de tous les prisonniers, mais d'une seule partie, et donc ça leur va pas très certainement. Donc il y a ensuite une deuxième évasion, donc dans la nuit du 1er au 2 octobre 43, une seconde évasion, une des plus grandes évasions de cette période, 79 prisonniers, donc qui s'en vont avec la complicité d'Albert Chapelle, un gardien qui avait été mis en fonction par la résistance, et donc voilà, l'opération a fut un succès. Donc il y a là aussi, on a retrouvé certains écrits qui décrivent Paul comme très actif au moment de l'évasion, désarmant les gendarmes, clamant sa joie. Et voilà, donc la majorité des évadés fut conduite au maquis Woodley, donc qui était un maquis FTP, c'est-à-dire la branche armée du Parti communiste français de l'époque, donc clandestin bien entendu. Donc il s'est localisé sur la commune de Querrières, en Haute-Loire. Il fut un des maquis les plus importants de la région, avec beaucoup de militants qui étaient venus à la fois de la Loire, de la Haute-Loire, mais de l'ensemble du Puy-de-Dôme. Donc Paul il fut envoyé ailleurs. On ne trouve plus de traces de lui dans les archives suite à cette évasion. Mais bon, la suite elle s'écrit sur la base de quelques documents écrits, des témoignages recueillis, des hypothèses aussi, des non-dits sur son avis de décès figurant sur son acte de naissance. Donc il est transféré dans le Puy-de-Dôme vers le camp FTP Gabriel Péry. Donc il aurait fait partie du second groupe d'évadés qui aura mené donc ce groupe à Cacherat, à Espinasse, donc dans le Puy-de-Dôme. Nous sommes devant la prison du Puy, il restera 8 mois. Là-dedans, 2 évasions. La première, donc, elle devait concerner donc 28 hommes, mais il y a 2 hommes qui refusent, dont on ne sait pas les raisons pourquoi. Évasion mal préparée, peut-être puisque les 26 ils sont repris pratiquement en totalité dans la semaine qui a suivi la première évasion. Donc, la deuxième était beaucoup plus préparée, 80 avec le gardien, 79 prisonniers et le gardien. C'est l'échappée belle vers les maquis et la liberté après pratiquement 16-17 mois de détention sur 3 prisons, Lodève, Mozac et le Puy. Voilà une évasion qui a fait date, ça a été longtemps la première évasion collective la plus importante. Après il y a eu Riom avec 116 évasions, donc quelques mois plus tard.
Non, on y est passé devant, mais ce qu'on peut dire, c'est que là, on est dans l'épicentre du premier maquis où il a été amené. Il a été amené, Paul, quand il sort de la prison du Puy. Donc, ils ont l'expérience de la première évasion, où ils ont été tous repris dans les 10 jours qu'on suivi, ou presque. Et donc, ils les mettent dans différents maquis. Et il faut s'imaginer qu'on était donc hier à la prison du Puy, qui sont venus ici, quoi, environ à 2 heures de route d'aujourd'hui. Donc, dans la nuit, dans des camions bâchés, imaginez la peur d'être de suite repérés, puisque dès qu'ils ont eu connaissance de l'évasion, les Allemands, ils ont essayé de serrer toutes les routes possibles pour essayer de les rattraper, quoi. Et donc, ils sont venus ici, dans les bois, ils sont aux alentours de nous, quoi. Donc voilà. Ensuite, c'est vrai que c'est pas celle qu'on cherche. Le 4 juin, donc on trouvera certainement la stèle soit un peu plus loin, soit demain. Mais le 4 juin, le maquis Gabriel Péry, où il y avait Paul, ils se sont fait serrer par les Allemands, encore une fois, donc ils ont été dénoncés. Et le hameau de Manerolles, là, qu'on vient de rater, très certainement tout à l'heure. Donc ils étaient dans un hameau, dans une ferme, et donc ils se sont fait serrer. Et il y a eu 4 morts, dont un, César Beffre, qui a été torturé par les Allemands pour qu'il donne tous les lieux et toutes les cachettes qu'il connaissait, quoi. Qu'il n'a On pas sait donné. On ne sait pas s'il les a donnés ou quoi. De quoi? Il y a 3 inconnus, regarde. Et ça, c'était le 4 juin. Donc, c'était le maquis, tu vois, quand Gabriel Péry. Ah ouais. C'était donc le maquis où il était. Et donc, ils se sont fait serrer par les Allemands sur dénonciation. Donc, il y a 3 inconnus aussi assassinés. Donc. Mais c'était le 4 juin, quoi. Avant le combat du Montmouchet. Donc, Ça veut dire qu'il était peut-être là le 4 juin, ouais. puis il est allé au Montmouchet, Ouais. puis il est revenu dans cette région-là. Après le Montmouchet, ouais, il revient, mais dans le maquis Nestor Perret, quoi. Ouais, Donc, c'est fou les distances. Hein. ouais, il alterne dans les deux, quoi, le camp Nestor Perret et le camp Gabriel Péry. On sait rien à peu près jusqu'à son dossier d'attribution de sa carte d'interné politique. Hein. On ne sait pas grand-chose de ce qu'est devenu Paul dans la période, hormis qu'il vit son épouse vers avril 44, donc il va voir Rose Manoir va le voir en avril 44 et il participe aussi à une action armée spectaculaire à Clermont-Ferrand le 15 décembre 43. Donc le maquis Gabriel Péry, il agissait dans les Combrailles, donc il mène plusieurs actions, dont celle de l'attaque de l'hôtel du Midi, qui avait été réquisitionnée par les Allemands pour leur servir de messe. Donc il y a un récit de ces événements qui est publié donc en 64 dans La Voix des Bipes, qui était l'organe de la section Michelin de l'entreprise Michelin du Parti communiste, et aussi par Jean Sanitas, un ouvrage qu'on a à notre disposition, qui reprend pratiquement mot pour mot ce récit, mais lui en citant Paul comme un des principaux artisans de ce commando. Et donc il dit même que son nom de guerre serait l'araignée en raison de sa grande taille pour l'époque. Donc là on sait que évidemment Paul il agit dans le Puy-de-Dôme cette année 44 jusqu'au printemps. Donc où en mars, je l'ai déjà dit, il retrouve donc ma grand-mère venue le voir. Et donc de cette rencontre d'ailleurs, si on remonte évidemment le temps, naquit leur fille Renée, ma mère bien entendu, et la grand-mère de Marine et de Christophe, et donc qui était évidemment venue le voir, qui va naître le 4 janvier 45 à Coursan. Donc plusieurs autres témoignages recueillis dans d'autres bouquins, ils attestent de l'action de Paul au sein du camp Gabriel Péry. Donc en décembre 43, ce maquis migre vers le sud du département parce que évidemment ils ont été surpris par les Allemands et ils sont obligés de se séparer puisque ils n'étaient pas en mesure de tenir les combats vu l'importance et le manque de munitions aussi qu'ils avaient. Donc c'est le combat de Sarpoil sur la commune de Saint-Jean-en-Val que vous verrez donc et ça c'est le 27 décembre 43. Ils se retrouvent donc un peu éclatés, on dira, à l'ensemble des militants. D'ailleurs bon, c'est documenté sur l'après-midi de ce 27 décembre où Paul Maraval et 2 autres camarades ils descendent pour réparer un camion donc du maquis et ils sont attaqués évidemment par les Allemands. Il y a eu 5 morts donc dans cet accrochage, donc 2 anciens évadés du Puy qui étaient avec Paul dans la même cellule, Jean-Loup Guillaume et Jean Casanova. Et tu vois le maquis Gabriel Péry dedans. Là c'est ici donc une bataille, le premier affrontement armé. Une telle envergure en Auvergne. Voilà. 20 octobre, ils sont en force de résultat évadé depuis Envelé. Ah ouais. L'hôtel du Midi, c'est là, il est là. 4, c'est lui qui attaque l'hôtel du Midi.
Donc on perd la trace de Paul à partir de Sarpoil, puisque le maquis Gabriel Péry est éclaté en plusieurs morceaux. Mais on retrouve sa trace, alors ça fait partie aussi des recherches qu'on a menées avec un historien dont je parlerai tout à l'heure. Donc et on retrouve sa trace avec un tableau des effectifs d'un autre maquis, le maquis Nestor Péret, pas très loin de là, mais à quand même une centaine de kilomètres, qui établit que Paul il est arrivé donc le 2 janvier 44, donc un mois après, enfin pas un mois, mais quelques jours après l'attaque du 27 décembre, et il quitte le 5 mai 44. Donc ce maquis, il est sur la commune de Saint-Julien-la-Geneste, pareil au Puy-de-Dôme. Bon, il rejoint le Mont-Mouchet le 17 mai 44, mais là on n'a pas de trace si Paul a été ou pas au Mont-Mouchet qu'on verra aussi dans la vidéo, mais qui reste aussi pas un mystère de cette période, mais quelque chose qui n'était pas partagé par l'ensemble des résistants, notamment certains communistes qui ne voulaient pas se regrouper sous le feu des Allemands, et en disant que c'était une erreur de tactique militaire de faire ça, qu'il fallait continuer plutôt la guérilla. Oui, donc c'est une sape, c'est là où était le maquis Nestor Péret, donc deuxième maquis à l'épaule. Ils l'ont reconstitué, mais il était certainement beaucoup mieux enfoncé et beaucoup mieux caché par les branches, puisque le truc c'était de pas que ça soit personne. Il n'y avait pas le chemin d'accès d'aujourd'hui, c'était que des petits chemins dont il faisait aussi... Il cachait aussi des branchages. Et derrière, il y avait un long tunnel de 80 mètres qui emmenait dans la forêt. Comme ça, s'ils étaient pris, ils pouvaient s'évacuer par le tunnel et personne ne savait où ils allaient, quoi. Dans quelle direction surtout. Et ils allaient dans les bois qui sont autour de nous. Donc on peut s'apercevoir qu'ils sont denses et propices pour se cacher. Et donc voilà, elle était à peu près à cet endroit-là, mais elle a été reconstituée. Bien entendu. Le coup des branchages aussi, c'est pour éviter qu'elle soit vue d'avion. Ouais, le profil. C'est ça qu'ils l'ont fait exprès. Et le tunnel, il partait, je ne sais plus. Ouais. Ben, ils étaient à environ entre 20 et 25 bonhommes. Là-dedans. À vivre, donc. Communiste. Ah non, ils étaient pas communistes. Ce maquis, il était mûr, donc mouvement ennemi de la résistance. Donc, il n'était pas communiste d'obédience, même s'il y en avait dedans. Dom Paul. Nous sommes au Mont-Mouchet, donc c'est l'endroit où les maquis se sont regroupés début mai 44 pour couper la route aux Allemands qui allaient ou qui remontaient sur le front de Normandie, puisque le débarquement avait eu lieu où était donc en prévision en tout cas sur la Normandie, et donc voilà, c'est aussi un mystère puisqu'on n'a pas de trace de Paul dans les maquis du Mont-Mouchet, puisque ça correspond à la période où les parties d'un maquis Nestor Péret, où on voit sa date de départ, et pour aller revenir au maquis Gabriel Péry, et Gabriel Péry qui ira au Mont-Mouchet donc combattre dans la 3e compagnie. Donc, mais on ne trouve pas trace de la 3e compagnie dans les faits et gestes de ce qui va se passer ici pendant une semaine. Voilà, où les combats ont fait rage un peu partout dans la forêt qui est autour de nous, avec 260 morts quand même chez les résistants, et 400 morts chez les Allemands. C'est à la suite de tous ces mouvements, bon, l'ensemble des maquis d'Auvergne, de Haute-Loire et d'Allier se sont regroupés ici, de la route des Allemands, et ensuite ils se sont reséparés pour commencer à préparer les combats de la libération. C'est dans le mois qui a suivi qu'on ne sait pas ce qui s'est passé avec Paul, et qu'il a disparu parce qu'on ne sait pas où il est allé après les combats du Mont-Mouchet. Donc voilà, on continue notre route, notre aventure sur les traces de Paul Maraval. On peut supposer qu'à la suite de Sarpoil, il a été séparé du groupe. Il a rejoint les Combrailles à une centaine de kilomètres, je l'ai dit, et il rejoint donc le camp Nestor Péret. Après, sur la question du départ au FTP autorisé, c'est là où on peut pas aujourd'hui savoir vraiment où il a été aujourd'hui. Après, bien entendu, cette date, plus de traces de Paul. Alors, bien sûr, les questions, elles sont que s'est-il passé après le 17 mai quand il quitte Saint-Julien, la Geneste et le camp Nestor Péret?
libéré. Et le 29 juillet 44, il aurait été exécuté à 13 km au sud-est, à Soré-Besserve, sous le viaduc des Fades. Donc voilà, bon, à la libération, bien sûr, la famille Maraval a cherché ce qui était advenu de Paul. Son père Honoré, il va même faire le déplacement en Auvergne, et aussi le petit-fils de Paul Maraval. Donc tout le monde confirme que il y a aucune réponse sur le lieu, les dates et la disparition de Paul. C'est suite d'ailleurs aux démarches de la famille qu'un jugement du tribunal civil de Narbonne le 7 août 45 est rendu. Il est dit qu'il résulte de l'enquête qu'il appartenait à un groupe de FTP du Puy-de-Dôme et qu'il a été fusillé par ses camarades du maquis le 29 juillet à Chambonnet. Donc voilà, mais et ça fait partie d'une contradiction, c'est que il fait mention que, attendu que le nommé Maraval était décédé dans les circonstances de gare, il convient de le faire déclarer judiciairement son décès et que lui soit attribuée la mention mort pour la France. Donc en août 47, donc la famille de Paul et Rose donc Maraval, elle reçoit la confirmation de son exécution par les FTP. Apparemment pas de motif, bien entendu, et évidemment c'était à l'origine du silence qui s'abattit sur la famille à propos de mon grand-père. Donc celle-ci craignant très certainement qu'il ait pu être exécuté pour avoir trahi ou commis une faute grave ou collaboré. Donc voilà. Et dans l'ouvrage Meurtre au maquis, dont je parlerai tout à l'heure, un camarade déclare qu'il a été liquidé et coulé dans le barrage de Soré-Besserve. En fait, c'est le barrage des Gares qui n'existe plus aujourd'hui, à proximité du viaduc des Fades, donc dont on est allé voir sur les traces. Voilà à peu près résumé l'itinéraire qu'on a construit à partir de documents et à partir de quelques hypothèses, mais quand même vérifiées le plus souvent. Nous sommes dans le barrage de Soré-Besserve, donc là où peut-être tout finit, mais là aussi peut-être où tout commence, puisque selon Germain donc Amour, qui est notre cousin, il aurait été enterré là, sur l'ancien site du barrage des Gares, donc était en travaux en 1944. Il aurait été coulé dans le ciment de l'ancien barrage qui a été remplacé par celui-là. Voilà, le paysage est magnifique. Et voilà, mais bon, là aussi, nous ne savons pas si c'est la vérité, ni où il a été exécuté ou tué pendant ce mois de juillet 1944. Alors là, ce combat de Chamienne, c'est pour ça que je ne cite pas trop. Pourquoi ils ont rajouté Gabriel? Parce qu'au fur et à mesure, les inconnus, Ils quand sont nommés. connus, ben, ils sont nommés. quoi. Donc là, logiquement, c'est toujours pareil, puisqu'on ne sait pas la date de sa mort. Mais logiquement, il n'y était pas dans ce combat, puisqu'il est déclaré mort le 28 juillet. Et là, c'est le 30 juillet. Mais il y avait quand même son maquis qui était ici. Le problème, c'est que voilà, on ne sait pas s'il était là avant ou si on l'a tué après, donc ça, on ne sait pas. Et pour les non-connaisseurs comme moi, peux-tu rappeler c'est quoi les FTP et quelle est la différence entre la résistance basique? Alors c'est les francs-tireurs partisans, et donc c'est la branche armée du Parti communiste français qui avait été interdite donc en 1940. Et donc c'est la création des maquis, elle s'est faite en grande partie par les FTP. Il y avait aussi les FTP MOI, qu'on appelle main d'œuvre immigrée. Donc déjà on parlait de la question de l'immigration, mais là évidemment pour des faits de résultante. Et d'ailleurs Misak Manoukian, qui va être panthéonisé donc en février, faisait partie de FTP MOI, il était communiste, mais de la main d'œuvre immigrée. Et ensuite il y avait d'autres composantes des maquis, les murs, qui étaient plutôt général de Gaulle, on pourra dire pour résumer, et l'armée secrète, pareil. Donc alors plutôt de composantes, on dirait droite à l'époque, bien que la période incite pas à scinder les choses de cette manière, mais la question communiste, elle est toujours présente aujourd'hui, et ça a fait l'objet aussi à la libération de combats internes pour la prise du pouvoir qui a été faite après par le général de Gaulle et l'armée française. Ok, donc tu nous as pas mal expliqué le parcours de Paul Maraval en détail. Je t'avais demandé aussi ta vision des choses, donc est-ce que tu peux nous en dire plus? Ben, ma vision des choses, je ne sais pas, je le dirai tout à l'heure. Je crois que c'est l'itinéraire qui m'a intéressé le plus souvent. Après, j'ai des motivations personnelles que j'expliciterai un peu plus loin. Donc, à la prochaine question. Donc justement, est-ce que cette quête et tes recherches étaient motivées par la recherche des exécuteurs de Paul et de la vérité sur sa mort? Bon, en tant que bon politique, je répondrai pas d'abord à cette question, mais je vais y venir quand même. D'abord, je tiens à souligner aussi le travail formidable et indispensable des historiens, amateurs pour la plupart, et qui m'ont permis, en tout cas consciemment ou pas, de retracer l'itinéraire de Paul, mon grand-père, donc
militant à la CGT au Parti communiste et combattant de la guerre d'Espagne et résistant de la première heure. Alors je pense bien évidemment au Métron, le dictionnaire ouvrier et militant, qui est trop peu connu des militants d'ailleurs, et dont les historiens font un énorme travail de recherche dans une période où l'histoire elle est constamment revisitée à des fins partisanes et politiques, notamment par l'extrême droite. Bon, je pense notamment en ce qui me concerne à Éric Pantoux, qui a écrit l'affiche Métron de Paul Maraval, qui a tout déclenché, et d'autres aussi que je remercie. Je pense notamment à Richard Vassakos de Vendre, qui fait un travail remarquable sur le décodage de Robert Ménard, maire de Béziers et Triste-Cire, sur la question de la figure de Jean Moulin et de la résistance. Donc. Et Jean Métron, que je n'ai pas connu, donc il avait une maxime favorite, doute et agit, et c'est aussi celle de beaucoup de militants de la CGT du Parti communiste, et c'est aussi la mienne. Donc il faut à l'évidence sans cesse se retourner sur son passé pour chercher la vérité et la dire aussi, pour paraphraser Jaurès, et ensuite se projeter pour construire ensemble une société plus progressiste. Savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va est plus que jamais actuel dans cette période. Alors, la question de qui a tué Paul, j'y viens, elle viendra au débat, mais elle m'a jamais intéressé, parce que qui suis-je pour juger, condamner des militants qui risquaient à chaque seconde de leur vie? Quelle est la vérité? De quelle vérité parle-t-on? La nôtre, la leur? Celle de l'histoire officielle, politique, ou celle de la vérité des femmes et des hommes qui avaient décidé de résister au fascisme et à la France de Pétain? Donc c'est le chemin, moi, qui m'a attiré, c'est ce voyage dans le passé, celui de Paul, et bien entendu le mien aussi, dont les itinéraires militaires ils se croisent et s'entremêlent, au risque parfois pour moi qu'ils se confondent. Donc moi, c'est aussi, c'est avant tout cette admiration pour les femmes et les hommes de la CGT et du Parti communiste qui m'ont poussé à écrire l'histoire de Paul et un peu de la mienne, moi qui suis très pudique et discret quand il s'agit de ma propre personne. Donc c'est une manière comme une autre de se regarder dans un miroir, de regarder dans le rétroviseur d'une vie, celle de Paul, de la mienne aussi, et de quelqu'un, moi, qui ne jure que par le présent, mais qui en loose dé quand même aime, sans se le dire, sans se l'avouer, se retourner. Oui, c'est beau. Mais après, retourner dans le passé, voir la vérité, quand même, moi, ça m'intéresse. Je sais, Marine, mais moi, beaucoup moins. Mais même, on y viendra aussi un peu plus loin. Donc, pour terminer, mais je crois que tu nous en as un petit peu parlé, et sur un plan plus personnel, quelle était ta motivation? Ben là, il faudrait peut-être que je fasse une psychanalyse. Donc, j'ai de tout temps, dès que j'ai eu vent de cette histoire, idéaliser le personnage de Paul, ça n'a rien à en savoir. Hein. D'abord, il y avait une omerta dans la famille. Hein. On n'en parle pas. On appelait d'ailleurs mon grand-père d'adoption André, le second mari de Rose, mon oncle, sans trop savoir pourquoi on l'appelait comme ça. Hein. Donc, c'était l'après-guerre aussi, une période compliquée. Il savait pas pourquoi il avait été exécuté, collabo ou héros, la question, elle se posait forcément, hein, donc vis-à-vis du regard des autres. Alors moi, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours traîné avec moi cette image de mon grand-père maternel, donc je connaissais quelques bribes, par-ci par-là, peut-être parce que évidemment on l'a pas connu, ni ma mère, et que son personnage c'était pour moi très certainement une incarnation du héros romantique, on pourra dire. Donc bon, il était communiste et cela explique beaucoup par la suite de mon parcours. Et j'ai une photo aussi que ma mère m'a montrée assez jeune, à 18 ans, une photo qui date de la guerre d'Espagne, qui est romantique au possible, avec une casquette, un poignard officiel et une posture négligemment décontractée, mais le regard très déterminé. Alors ce portrait, il m'a suivi, je me suis un peu identifié dans ma vie, dans mon positionnement aussi, dans ma vie syndicale et politique et dans ma façon de voir les choses. Donc je pense aussi beaucoup à ma mère qui n'a jamais connu son père. Je pense à elle parce que elle a jamais su si c'était un collabo ou un héros, même s'il était encore en vie peut-être avec une autre femme. Ça c'est un scénario cher à ma fille en face de moi. D'autres enfants, d'autres joies et peut-être d'autres peines que ma mère elle aura jamais connu avec lui et nous bien entendu aussi. Alors comment on se construit avec ça, avec le mystère, avec le doute, avec la colère et peut-être un certain dégoût de soi-même et des autres, je sais pas. Moi-même, je me suis construit aussi avec ce doute, avec cette bascule, avec une petite fêlure qui vous fait tanguer d'un côté ou de l'autre, du bien et du mal. Mais bon, je le sais maintenant, il n'y a pas de couleur. Il y a que du gris, des humains qui font ce qu'ils peuvent, qui se débattent pour garder une ligne, une conscience, une cause. Et la plupart du temps, en vain par ailleurs, mais bon. Alors de toutes les responsabilités que j'ai eues, syndicales ou politiques, j'ai toujours eu cette sensation, malgré tout, d'être regardé, jugé, épié, peut-être espionné de par ce supposé crime originel. Alors traite, après, bien entendu, en suivant, en traître au juste nombre, j'ai choisi, je crois, et puis les zéros, ils n'existent pas, je le sais aussi,
maintenant. Alors la vérité, elle est là, malheureusement, malgré le romantisme dont j'ai parlé tout à l'heure, la visée communiste, le militantisme pour des jours heureux, c'est certainement quand même une balle de camarade et une balle rouge, et pas que de sang, une balle dont on connaîtra pas les raisons, les motivations, sans doute politiques, ou au bout la trahison, mais bon, comme je l'ai déjà dit, chère à Marine, la traîtrise dans un lit avec une autre femme qui se cacherait et dont on ne veut pas connaître le nom. Peut-être pas la traîtrise, ça Non. se trouve, il a été amnésique, comme dans un film Un long dimanche de fiançailles, Voilà. et personne ne l'a retrouvé. Et il a fait sa vie en oubliant son ancienne. Chacun y met dans cette histoire ce qu'il veut, et c'est aussi ça le... Il nous Le- faut une DeLorean pour Voilà. savoir la vérité. Alors bon, après, voilà, nul ne le sait, ils sont tous morts et leur secret avec. Alors peut-être on aura quelques éléments de plus dans le futur, mais je crois pas. Hein. C'est d'abord la guerre qui les a tués. Donc il y a les images évidemment du sang coulé, des remords, peut-être les regrets qui se mêlent aux ambitions, qui soient collectives ou personnelles. Donc ce drame quand même, et si je dois me psychanalyser un peu, il m'a fait longtemps hésiter à adhérer au Parti communiste. J'ai mis longtemps à me penser communiste. Alors j'ai perdu très certainement 10 ans à errer dans ces méandres d'une autre gauche, mais tout au fond de moi, je savais quand même de quelle famille je faisais partie. Je tournais en rond, je me mentais un peu à moi-même, je m'enfermais, m'enfouissais dans la charte d'Amiens et j'étais bien dans le syndicalisme sans regarder le versant politique, ce qui m'évitait de regarder évidemment la question de Paul. Alors j'étais ce qu'on appelle un communiste honteux, je savais pas vraiment pourquoi, et c'est un peu Robert, hein, une figure du syndicalisme et du Parti communiste à Béziers, qui m'a finalement décoincé le cerveau. Bon, c'était aussi l'histoire de la mort de Paul, je pense, qui était aussi en cause ce silence, cette honte et surtout ce doute qui s'installe ou qui s'est installé sur la question du Parti communiste à cette époque. Alors il faudrait aussi que je m'interroge, j'interroge mon communisme, que je me pose. C'est ce que je fais peut-être en ce moment et que je réfléchisse sur mes engagements, sur le sens de mes combats. Bon, mais il a fallu aussi que je reconnaisse que j'ai toujours une balle rouge au fond de mon cœur, mais je me soigne et mes plaies, elles sont maintenant suturées, mais définitivement je peux pas le dire encore, je sais pas, je ne le sais pas. Et donc, tu nous as parlé que la plupart des personnes sont maintenant mortes après la guerre et toute la vérité avec eux. Donc maintenant, il se passe quoi? Ben, je continue quand même de chercher d'autres éléments. Alors, bon, sans trop insister, je reste en surface, peut-être aussi parce que j'ai encore peur d'une certaine vérité. Mais cette quête, elle a eu un autre effet. Est-ce que je me suis mis à écrire autour de ça? Alors, j'écris un truc bizarre, une sorte de récit, de roman sur la base des recherches autour de Paul, avec quelques éléments de ma vie militante et de ma vie perso. Alors, c'est un truc un peu fou. D'ailleurs qui m'échappe totalement parfois, qui part en vrille et en sucette, comme si les personnages ils voudraient vivre leur propre vie, et en tout cas le mien qui est dans l'histoire, puisque si c'est un roman, c'est forcément autobiographique. Le mien, c'est sûr, il part en couille totale, quoi. Alors on verra ce que ça donne à la fin et quelle forme ça prendra et qu'est-ce que j'en ferai. Certainement que je le garderai pour moi. C'est un peu la suite au prochain numéro pour résumer. Comme je voulais pas mettre un terme à cette histoire, à cette aventure de Paul, mon grand-père, comme si je voulais pas en fait qu'il soit mort. Donc, on se rejoint dans les librairies en 2025 pour la sortie du livre de Jean-Marc Guillaume. Non, je ne crois pas, mais voilà, après les portes sont jamais fermées, on sait jamais ce que nous réserve la vie et donc c'est un peu aussi ça l'histoire de Paul. Alors, il manque peut-être l'épisode espagnol, mais que peut-être je comblerai un de ces jours en allant à Barcelone ou à Guadalajara sur le front donc de l'Ebre, là où était Paul dans la 50e brigade mixte au combat pour la République espagnole. Donc voilà, on est au cimetière de Coursan, donc on voit la plaque, bien entendu, à Paul, donc très certainement la famille à l'époque l'a mise, de mort pour la France, dans le maquis. Bon, il n'y a pas la date, bien entendu. On voit à côté aussi les autres donc résistants, un peu en désordre d'ailleurs. C'est pas là où tout commence, puisque c'est là justement où tout finit, et même si le corps n'est pas ici, mais l'histoire est beaucoup plus compliquée que la simple plaque sur le monument aux morts. Comme je l'ai dit depuis le début, c'est pas la finalité. Qui a tué Paul, bien sûr, peut venir au débat, mais c'est surtout le chemin
qui m'intéresse, c'est l'itinéraire de quelqu'un qui a résisté de ses 17 ans de la guerre d'Espagne jusqu'à sa mort dans le maquis. C'est surtout ça qui m'intéresse, pourquoi et comment surtout. Voilà, pour aussi donner envie aux jeunes générations de résister tout autant à ce pouvoir, en pas ce qui oppresse les gens.